Une petite intro pour expliquer un petit peu comment ça vit, ce que c'est une libellule avant d'aller voir de plus près. Vous avez quelqu'un à l'heure Alors déjà au niveau des critères pour reconnaître une libellule, vous pensez que ce serait quoi? Ça j'ai vu, il y a un corps long, fin, il y a combien d'ailes? Deux paires d'ailes, 4 ailes. Ouais, alors tout ça, la libellule elle a bien ça, le corps, l'abdomen segmenté, 2 paires d'ailes, tout ça, mais en fait il y a 2 critères principaux. C'est pas une sorte les ailes, une sorte d'hélicoptère. Si, mais ça, je vous parle des critères vraiment scientifiques là pour différencier les libellules. Donc c'est un ordre, déjà les libellules, je sais pas si vous connaissez la classification là. Il y en a les ailes, ils se ferment, il y en a, ils restent ouverts. Ouais, alors après ça c'est dans les familles. Alors du coup, ouais, sur le système de classification, RECOFG, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce. C'est bien. Alors du coup, les libellules, donc c'est un ordre, donc l'ordre des odonates. Alors c'est un rapport avec la mâchoire, il me semble, l'odonate. Je sais plus exactement au niveau étymologique ce que ça veut dire. Et du coup, il y a de quoi? Avec les mandibules, Ouais, voilà, parce qu'elles ont des pièces buccales assez particulières, je crois. Si, c'est vrai. Et du coup, c'est l'ordre des odonates. Et après, il y a 2 sous-ordres principaux. Donc les anisoptères, donc les libellules dites vraies. Donc c'est les grosses qu'on voit qui font penser un peu des hélicoptères là. Et puis les zygoptères, donc les libellules qui sont plus fines. Alors après, au niveau des critères, il y en a un principal au niveau des larves en fait, quand elles sont au stade larvaire, parce que comme tous les insectes, il y a un stade larvaire. Alors vous savez à quoi ça ressemble une larve déjà? Les libellules? Vous avez tous vu? Donc un truc comme ça, hein. Bon là c'est un peu agrandi. Donc en fait, un des critères qui permet de les reconnaître déjà, c'est elles ont une espèce de bras là sous la tête. C'est un masque. Et c'est un 3e bras en fait qui se déploie comme ça pour choper les proies. Et c'est excuse-moi. C'est le seul ordre d'insectes qui a cette particularité au stade larvaire. Donc scientifiquement, ça c'est un des critères qui permet de dire cette larve là c'est une larve de libellule. Et du coup après quand ils sont adultes, le critère scientifique qui permet de les reconnaître, c'est parce que c'est les seuls insectes à avoir une partie de leur appareil reproducteur près du thorax en fait. Chez quasiment tous les insectes, c'est à l'extrémité de l'abdomen. Et là, c'est c'est au tout début de l'abdomen, pas loin du thorax. Là, je vais juste reprendre ça. Hop. Hop là. Donc voilà, là c'était juste pour avoir les critères scientifiques. Et puis après, bon, il y a d'autres critères plus visuels, comme le mode de reproduction, tout ça, qui sont assez particuliers chez les libellules. On aura l'occasion de voir ça sûrement tout à l'heure. Donc voilà, un petit point sur le cycle des libellules. Il y en a qui savent un petit peu. Rien du tout, le cycle de reproduction. Non. Alors, plusieurs trucs. C'est au printemps qu'elles ont produit, début printemps. Alors ça s'étale de début printemps jusqu'à maintenant, et puis encore, il y a moins d'espèces maintenant, mais jusqu'au mois d'octobre à peu près, fin octobre. Donc c'est vraiment étalé sur toute l'année. Alors au niveau de la reproduction, les libellules, ça fait partie de certains insectes qui sont dits hétérométaboles. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un ce terme-là. Ça veut dire que entre le stade où ils sont à l'état larvaire et le stade où ils sont à l'état adulte, il n'y a pas de stade intermédiaire immobile, comme chez le papillon, où entre la chenille et l'imago, l'adulte, il y a le cocon. Et donc chez le papillon, par exemple, on dit que c'est homométabole. Et chez la libellule, ça passe de la larve directement à l'adulte sans stade immobile. Donc c'est qualifié d'hétérométabole. Et on dit aussi que c'est hémimétabole parce que la larve elle n'a pas le même n'utilise pas le même milieu que l'adulte. La larve est exclusivement aquatique
et les adultes sont aériens, comme vous pouvez... Et combien de temps ça prend en fait? Parce que moi j'ai déjà observé en fait des peaux mortes de libellules et les voir sortir, ça prenait énormément de temps. Alors ça c'est la phase d'émergence qu'on dit, ouais, quand la larve elle remonte en fait à la surface et elle va se fixer sur un support. Alors en général elle fait ça au milieu de matinée quand il fait assez chaud. Et ça dure, c'est assez variable en fonction des conditions météo et des espèces. Ça peut durer je pense 3/4 d'heure à plusieurs heures quoi. Sur les petites espèces ça va aller plus rapidement parce que ce qui est réalisé principalement pendant cette phase-là, c'est qu'elle sèche en fait toutes ses parties. D'abord elle gonfle, elle sort de la larve, donc elle émerge et en fait elle gonfle toutes ses parties, donc avec un liquide. Je ne sais pas exactement ce que c'est ce liquide-là, mais toutes ses ailes et son abdomen, ils vont être tout pliés, tout froissés. Et le temps qu'elle trouve ses formes. Et puis après, elle va rester séchée pendant un certain nombre de temps. Mais c'est assez variable ça. Et du coup, ça reste vachement intact la peau. Ouais. C'est parfait pour du demander coup, où elle sortait. En fait, il y a une petite déchirure juste sur le dessus du thorax, juste derrière la tête. Et il doit y avoir des photos. Hop. Donc la petite peau là que tu dis, ça s'appelle, on appelle ça l'exuvie. Alors ça a le même terme que les mues de serpent et les mues d'araignée, etc. C'est l'exuvie. Donc là vous avez un exemple d'émergence. Voilà, donc une fois qu'elle émerge, elle a une phase de maturation. Alors la phase de maturation, ça va de 2-3 jours à plusieurs semaines, suivant les espèces. Où là, en général, elle va s'éloigner assez loin de son lieu en fait, où elle vivait à l'état larvaire. Alors suivant les espèces, elle va se disperser à quelques centaines de mètres, voire à plusieurs dizaines de kilomètres. Et il y a des espèces qui vont assez loin pour coloniser des milieux et qui ont des stratégies comme ça où elles se dispersent assez loin de leur lieu de naissance. Et donc après ça, après une phase de quelques jours où ils sont arrivés à maturité sexuelle, là ils sont en phase de reproduction. Donc il y a plein de stratégies différentes suivant les espèces. Certaines ont un comportement vraiment territorial où au sein d'une mare, il y aura un mâle d'une espèce qui va patrouiller tout le temps, qui va faire sortir tous les autres mâles de la même espèce qu'il voit, voire même des espèces qui ressemblent. D'autres qui vont se balader, on dit qu'ils sont erratiques, ils n'ont pas de territoire et ils se baladent comme ça et puis au fil de leur rencontre, s'ils trouvent des femelles de leur espèce, ils vont se reproduire ou non avec elles. Et donc suite à ça, il y a la ponte. Donc pareil pour la ponte, il y a différentes techniques. En France, il y a principalement 2 types de pontes. Donc la ponte endophyte, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, endophyte. Phyte, le suffixe ça concerne les plantes, endo à l'intérieur. Donc c'est en fait des espèces qui vont se poser sur des plantes. Alors soit des bouts de plantes mortes comme des tiges d'iris ou de roseaux qui sont à la surface, pondre à l'intérieur des tissus végétaux. Ou même certaines espèces sur les saules qui bordent les mares, les choses comme ça. Ou alors des pontes exophytes pour d'autres espèces qui vont juste lâcher leurs œufs au-dessus de l'eau en fait, et les œufs vont se disperser. Du coup voilà à peu près, et puis bon, une fois que les œufs sont pondus, suivant les espèces, il y en a qui se mettent en diapause, c'est-à-dire que les œufs ils restent bloqués à ce stade-là pendant plusieurs mois. S'il y a par exemple des conditions météo qui font que la mare s'assèche ou que si par exemple l'espèce elle pond en ce moment-là, mettons en montagne, l'œuf ne va pas éclore maintenant, pour la simple et bonne raison qu'en hiver la mare va sûrement geler. Et du coup il va bloquer son métabolisme, il va se mettre à tourner au ralenti et il n'éclorera qu'au printemps prochain. Et ça dépend vachement du milieu, de l'altitude et des espèces, quoi. Donc il n'y a pas un cas, il n'y a pas un exemple pour illustrer ça, il y a plein d'exemples différents. Donc on pourra essayer de regarder ça en fonction des espèces qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà, et puis après l'œuf éclot, là il y a une toute petite larve de 1 mm à peine qui en sort. La larve elle a une dizaine de mues successives et puis ça émerge, etc. Et le cycle reprend d'année en année. Donc ouais. Et il y a des secteurs particuliers qu'on peut en trouver des libellules, ou n'importe où qu'on va, on peut en trouver par exemple? Alors majoritairement quand même on en voit autour des points d'eau.
Donc tout simplement parce qu'elles viennent se reproduire autour des points d'eau. Comme j'ai dit, après avoir émergé, il y a pas mal d'espèces qui vont se disperser, qui vont aller coloniser d'autres milieux. Mais il y en a un certain nombre qui vont quand même rester vivre à proximité sur le pourtour des étangs, des mares, des cours d'eau. Et au cours de l'été, du printemps, même maintenant, en te baladant, en faisant le tour d'un étang, d'une mare, d'une rivière ou autre, là, c'est quasiment sûr, sous un temps comme ça, que t'en verras. Ouais. Mais après, on en voit régulièrement certaines espèces dans les chemins bocagers, entre les haies, comme ça, en se baladant un peu partout, parce qu'elles patrouillent, quoi. Il y en a certaines qui sont migratrices sur plusieurs centaines de kilomètres. Et du coup, tu peux quand même en retrouver un petit peu partout, un peu par hasard, quoi, des fois. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc après, au niveau des milieux, si quand même juste un petit point. Là, on va voir 2-3 milieux différents aujourd'hui. Il y a quand même des cortèges d'espèces qui sont spécifiques à certains milieux. Il y en a qui vont préférer cerner une qui vient de passer. Il y a quand même des espèces qui sont liées plus au milieu d'eau courante, d'autres plus au milieu d'eau stagnante, certaines plus aux tourbières, au milieu temporaire, etc. Donc ça, c'est des espèces qui sont dites spécialisées, mais il y en a d'autres qui s'accommodent bien un peu de tout type de milieu. Donc des espèces plus généralistes. Et, donc on verra, j'essaierai de voir si je connais un petit peu ce qu'on verra aujourd'hui, de vous dire un petit peu leur façon de vivre, etc. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions jusque là. Alors déjà, pour attraper les odonates, on les prend par les ailes, normalement. Ouais, je veux bien, ouais. On les prend par les ailes, alors les ailes jointes comme ça, les 4 ailes, logiquement, on leur fait rien. Alors il faut quand même faire attention que ce soit des individus qui sont bien matures, parce que les tout jeunes qui sont émergents, ils ont encore les ailes un petit peu moites, et ce qui fait que si on les colle comme ça, il y a un risque qu'elles restent collées entre elles ou qu'elles se froissent, et qu'après elles aient du mal à repartir. Et sur les individus adultes, c'est un peu impressionnant au début, mais c'est la façon de les tenir. Alors, moi je vais peut-être la mettre dans une boîte, ça sera plus facile pour expliquer. Alors il y en a qui ont déjà vu un truc comme ça déjà? Ouais. Hein? Ouais. Ça c'est une libellule assez commune. C'est une demoiselle, non? Alors déjà, ouais, au niveau... Alors, ça c'est le contre-exemple parfait de ce que je vais dire, parce que une des différences qu'on note généralement, tiens, vous avez qu'à faire tourner pour l'instant si vous voulez, entre les demoiselles et les libellules vraies, c'est que les anisoptères, donc les libellules... tiens, il y en a 2 qui passent là. Donc alors quand elles sont accrochées comme ça l'une à l'autre, c'est qu'elles sont en tandem, elles sont en train de se reproduire, donc de manière générale on évite de les attraper. Voilà. Non, donc la différence, une différence qu'on peut faire entre les deux, c'est que les libellules, donc les grosses libellules, je sais pas s'il y a un guide, comme celle-là par exemple, elles sont posées avec les 4 ailes en fait aplaties. Et les demoiselles sont posées avec les 4 ailes jointes sur le dos. Et ça c'est en fait la seule famille de petites libellules, de demoiselles, qui se posent mais avec les ailes semi-ouvertes. Donc c'est encore entre les deux. Elles sont pas complètement jointes, elles sont pas complètement à plat, elles sont entre les deux. C'est une demoiselle quoi. Ouais, c'est quand même une demoiselle, ça rentre dans la case Zygoptère, dans la sous-famille, dans le sous-ordre Zygoptère. Alors après, je sais pas si vous avez des remarques sur la coloration, des trucs comme ça, qu'est-ce que vous... Il y a du orange, du vert. Principalement, vous diriez quoi pour décrire la coloration? Du bleu sous le menton. Foncé. Voilà. Bleu sous le menton. Mais l'aspect général? Vert. Vert, ouais.
L'air kaki. Ouais. Bon, c'est marqué vert métallisé, vert un peu cuivré, des reflets métalliques. Et ça, c'est caractéristique de cette famille en fait. Ça, c'est, vous pouvez regarder dans les bouquins que vous avez. C'est la famille des Lest, des Lestidae. Donc ça, c'est une espèce qui est assez commune. C'est une des plus grandes espèces de cette famille. Donc je sais pas ceux qu'on les guide là, si vous voulez voir. Alors elle va... Moi je le soit tout au début. Moi, je te laisse chercher. Donc cette espèce-là en fait, donc, le critère qui permet d'aller jusqu'à l'espèce, c'est que sur le thorax, donc la partie juste derrière la tête, il y a une petite pointe comme ça, verte, qui va un petit peu sur le flanc jaune sur le dessous. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, si vous l'avez bien en main. C'est un peu fin à voir au début, mais bon, quand on a l'œil, ça se voit assez rapidement. Et ça, c'est une espèce donc de fin de saison. Hein. Là, on est sur des cortèges d'espèces vraiment de fin de saison. Et celle-là a pour particularité de pondre dans les ligneux qui bordent les étangs et les mares. Donc c'est la seule en fait où la femelle elle a une sorte de petite aiguille à la fin, l'ovipositeur, qui permet de transpercer l'écorce des arbres, donc même des bois mous, hein, des saules, etc., des bois tendres, et pour déposer les œufs à l'intérieur. Donc après les œufs vont éclore, transpercer l'écorce et se laisser tomber dans l'eau. Donc on essaiera de voir tout à l'heure, normalement on peut voir sur les branches des anciennes traces de ponte. Ouais, en fait là on voit super bien là. Alors que tout le monde voit, donc en fait toutes les petites boursouflures là, ça c'est des cicatrices de ponte de cette espèce là, le lest vert. Donc en fait à chaque fois qu'il y a une petite boursouflure, et on voit il y a un tout petit trou, et ça c'est la cicatrice qu'a laissé l'œuf de l'année dernière ou d'avant, ou je sais pas trop quand. Donc l'espèce elle se met à un endroit sur la branche, elle est comme ça, elle se met en bas je pense, et elle remonte. Donc elle fait un œuf à droite, un œuf à gauche, elle monte, un œuf à droite, un œuf à gauche. Donc une libellule peut en faire une centaine d'affilés comme ça prend un certain temps quoi. Donc peut-être qu'on aura la chance d'en voir tout à l'heure. Donc quand vous voyez ça sur des saules en bord de rivière assez lente ou de mare, ça c'est ça peut être une des preuves de reproduction de libellules. Alors là, quand elle se pose et qu'elle bat pas des ailes, vous diriez que c'est quelle sous-famille? Anisoptère ou Zygoptère? Alors Anisoptère c'est les grosses libellules, enfin les libellules vraies, et Zygoptère les toutes petites demoiselles. Anisoptère, ouais, avec les ailes bien à plat. Alors malgré le fait que ça soit une libellule qui soit relativement petite et fine, elle fait quand même partie la sous-famille des plus grosses libellules. Donc après ça c'est donc après dans la classification il y a la sous-famille, il y a la famille, enfin il y a la famille, la sous-famille, et après on arrive au genre. Donc ça c'est celle-là, ce genre-là plutôt. C'est des petites libellules, donc elles vont pas vraiment excéder cette taille-là, alors qu'il y en a qui peuvent faire facilement 8, presque 10 cm pour certaines. Donc là elles seront pas forcément plus grosses que ça, mais les mâles sont caractérisés par cette coloration qui est bien rouge là. Tous les mâles, sauf un mais qui n'est pas ici, sont rouges comme ça. Et est-ce qu'il y en a qui a trouvé... tu peux encore tourner quelques pages, j'ai le temps de parler un petit peu avant que tu tombes dessus. Donc que dire, ouais, ça c'est une espèce qui est assez tardive aussi. Ce genre là on les retrouve plutôt en fin de saison. Comme ça. Donc là je sais pas si vous pouvez voir, là les ailes elles sont un petit peu abîmées, déchirées. Ouais. Ça c'est parce que les mâles à force de voler et de rencontrer d'autres mâles, des fois suivant les espèces ils vont se chiquer un petit peu, il va y avoir des petits rixes, des petits combats. Et du coup au fur et à mesure les ailes elles vont en prendre un petit coup, mais ils arrivent quand même à voler. Alors il va pas être dedans. Là. Du coup je sais pas s'il y en a un autre qui a un guide qui veut essayer de la trouver celle-là. Je l'ai pas, il doit pas être devant parce que c'est celui que j'ai sorti. Ah oui, il y en avait plusieurs. C'est pas par ordre alphabétique ça va? Non. C'est trop facile. Non. Avec lui.
Ça c'est bien. C'est par couleur? Ouais, c'est Par famille en fait. Ah ouais. Alors, je te mets sur la bonne famille. Et après, faut que je cherche. Ouais. Alors cette famille là, donc c'est le Saint-Pétrum. Donc il y a 4 ou 5 espèces en Bretagne de Saint-Pétrum. Et donc pareil pour les identifier, c'est un ensemble de critères. Ouais. Donc moi Mais quand j'ai après, un c'est Saint-Pétrum au dans la niveau main, du la thorax, première c'est chose des- que je regarde c'est les pattes. du lac. Parce qu'il y a une espèce, en plus là on a le bon exemple, il y a une espèce qui a les pattes entièrement noires, alors que toutes les autres en Bretagne vont avoir les pattes bicolores, noires mais avec un trait jaune. Donc là, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Verdict? Non. On part sur toute noire. Ouais, donc le fait qu'il y ait les pattes toutes noires, ici on arrive directement à l'espèce en fait. Donc c'est... Voilà, donc après il faut savoir sur quels critères se baser. Donc ça en lisant les guides au fur et à mesure, ça vient assez rapidement. Hein. Alors Saint-Pétrum avec les pattes toutes noires. Alors après il y a la... Alors... Ouais, bah, après, il est Celle-là, chaud, non? il n'est pas sur cette page en fait. Il ressemble à celui-là. Ouais, je me demande. Ouais, il ressemble. Celui-là aussi on le trouve ici, mais je suis même pas sûr qu'il va être Non, dans le ce plus guide. Je grand. t'ai dit, c'est un guide vraiment généraliste où ils mettent pas en fait toutes les espèces dans la page d'avant. Ouais, non, et ben manque de peau, on l'a pas sur ce guide-là. Alors, une autre chose qui peut permettre aussi, qui est caractéristique chez lui, c'est la forme de l'abdomen, qui est un petit peu, on dit en massue. Donc plus fin et plus étroit à la base et un petit peu plus gonflé à l'extrémité, je sais pas si vous voyez. Donc les autres Saint-Pétrum, ils sont plutôt les deux côtés assez parallèles. Et donc les pattes noires couplées à cet abdomen en massue, t'as trouvé? Alors après il faut regarder les cartes de répartition. Hop. Là, alors non, nigrescence. Qu'est-ce que c'est ce truc? Saint-Pétrum Atlantique, c'est pas de chez nous ça. D'accord. Ah, je pense que t'as été trop loin. Alors, on va pas rester toute l'après-midi Ouais. sur celui-là. En fait, c'est celui-là. D'accord. Le Saint-Pétrum sanguin. Saint-Pétrum sanguineum, ceux qui parlent latin. Parce que le latin, c'est la deuxième langue de à peu près tous les naturalistes. Vous vous y mettrez malgré vous. Donc voilà, donc les pattes noires, le côté du thorax brun, rougeâtre, uniforme. Et puis du coup l'abdomen rouge en massue. Alors chez les libellules il y a déjà des différences au niveau des couleurs entre mâles et femelles. Alors là où les mâles vont être en général plus colorés que les femelles, mais le critère qui permet vraiment de savoir, alors c'est assez fin, hein. Il faut regarder justement comme je vous disais tout à l'heure, hein, les libellules chez les mâles, c'est le seul ordre en fait qui a une partie de leur pièce copulatrice sous le deuxième segment de l'abdomen. Alors l'abdomen il est segmenté, alors là c'est le premier segment et là c'est le 10e segment. Et du coup sous le deuxième segment là, vous voyez là il y a une espèce, ça s'appelle un hémipénis. Ah, on le voit pas souvent comme ça. Non là il l'a ressorti, alors tu dois lui faire de l'effet Loïs je pense, ça tombe bien. Et du coup chez la On le femelle... voit bien là, ouais. Il est sorti là. Ouais alors je sais pas ce qu'il fait là, il est en train de jouer avec mais... Non mais ils étaient en train de s'accoupler. Là. Et du coup chez la femelle en fait, alors il n'y a pas de pièce copulatrice là-dessous là, alors bon c'est pas forcément évident suivant les espèces. Et par contre elle va avoir au bout de son abdomen des organes un peu particuliers pour permettre de pondre en fait. Parce qu'elle va stocker tous ses œufs au bout de son abdomen. Et du coup avec les deux en même temps c'est très bien là. Alors pour se reproduire en fait c'est assez particulier. Alors c'est le mâle qui va attraper la femelle en fait. Alors il va l'attraper des fois par le thorax, enfin en général par le thorax avec ses pattes. Et tu la fais pas s'envoler. Oh là là, oh Sandra. Alors en fait ils vont former ce qu'on appelle un cœur copulatoire. En fait au bout de son abdomen là il a des petites pinces, des cercoïdes ça s'appelle. Qui vont s'adapter, qui vont être adaptés pour choper la femelle juste derrière la tête. Donc en gros le mâle va être devant, il va pincer la femelle derrière le cou là, il va bien la tenir. Et une fois qu'il la tient bien, alors là il y a une opération des plus délicates, parce qu'en fait chez le mâle c'est un petit peu compliqué. L'organe pour se reproduire il est sous le deuxième segment,
mais sa spermathèque, donc l'équivalent des testicules chez l'homme, se trouve au 9e segment. Alors là, avec la femelle accrochée ici, il va devoir faire une manipulation où il va mettre en, comment dire, il va toucher son hémipénis avec le bout de son abdomen, donc il va le replier comme ça pour faire le transfert de sperme sur l'hémipénis. Ah bah ouais, très bien. Et du coup, donc hop, le mâle là, qui est au-dessus tient la femelle là. Donc avant que ça soit comme ça, il a fait le bout de son abdomen, il l'a ramené ici pour faire le transfert de sperme. Et après la femelle qui est en dessous, elle va ramener le bout de son abdomen, donc là où elle a son oothèque, là où elle a tous ses œufs, elle va le mettre en contact avec l'hémipénis où le mâle a précédemment transféré son sperme. Et là le mâle va larguer son sperme dans l'oothèque. Et puis après, soit ils vont se séparer directement, soit ils vont voler tous les deux encore quelques temps. Et puis après viendra la ponte. Et du coup la fécondation se fait directement pendant la ponte. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais tout ça pour dire qu'elles font un cœur quand elles font l'amour.